Les éditions Sixtrid, avec l'aimable autorisation des éditions Kallman Levy, présentent Le garçon qui ne parlait pas, de Donna Leon, interprété par Renaud Bertin. Paisible soirée chez les Brunetti, où le dîner se passait dans la plus douce des harmonies. Le commissaire était assis à sa place habituelle, avec son fils Raffi à ses côtés. En face de lui se trouvait sa femme, Paola, et sa fille, Chiara. L'assortiment de fritures, généreusement garni de légumes, et plus particulièrement de carottes, la dernière lubie de Chiara, avait créé cette calme atmosphère entretenue par la conversation. L'école, le travail, un nouveau petit chien chez les voisins, le premier labradoodle jamais vu à Venise. Les sujets variaient, se croisaient, mais restaient tous liés, de près ou de loin, à la ville où ils vivaient. Même s'ils étaient vénitiens, la conversation se déroulait comme toujours davantage en italien qu'en vénitien. Brunetti et Paola savaient que leurs enfants apprendraient le dialecte avec leurs copains et dans la rue, et ce fut le cas. Les enfants parlaient vénitien aussi facilement que leur père, qui avait été élevé dans cette langue. Paola, elle, et c'était tout à son honneur d'être gênée de l'avouer, le devait bien plus aux domestiques qui s'affairaient dans le palais de son enfance qu'à ses parents, ce qui fait qu'elle le parlait moins couramment que les autres. En revanche, elle n'était pas gênée d'être devenue, grâce à sa nounou anglaise, quasiment bilingue, et était ravie d'avoir réussi à transmettre cette langue à ses deux enfants, même s'il avait fallu la perfectionner par des cours particuliers et, l'été, par des séjours linguistiques en Angleterre. Les familles, tout comme les églises, ont des rituels et des règles qui intriguent ceux qui n'en font pas partie. Elles accordent aussi beaucoup de valeur à des choses auxquelles les membres d'autres groupes n'en prêtent pas forcément autant. Si les Brunetti avaient une religion, outre leur goût certain pour le décorum de la chrétienté, c'était la langue. Les calembours et les jeux de mots, les mots croisés et les contrepèteries leur tenaient lieu de communion et de confirmation. Les fautes de grammaire étaient un péché véniel, la corruption volontaire du sens, un péché mortel. Les enfants étaient fiers d'avoir atteint le degré de conscience leur permettant de prendre part à des sacrements de plus en plus importants. Élevés dans cette foi, ils ne songeaient pas à remettre en question les dogmes. Une fois que la table fut débarrassée de leurs assiettes de fenouil cuit au four et aromatisées de romarin, Chiara posa son verre d'eau avec un bruit sourd et déclara « Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. » Les yeux de Clorinda croisèrent ceux de Giuseppe et tous deux les posèrent avec joie sur leur bébé, continua Paola d'une voix débordante d'émotion. Raffi regarda sa sœur et sa mère, pencha le menton et observa un tableau de l'autre côté de la pièce, puis affirma. Et il en fut ainsi. L'intervention radicale en laissa pantois les auteurs eux-mêmes. En effet, pour la première fois dans l'histoire, un enfant était bel et bien né du corps d'un homme. Brunetti enchaîna. Pendant qu'on l'emmenait dans la salle de travail, Giuseppe eut le temps de lui dire « Elle n'est rien pour moi, mon amour. Tu es la seule et unique mère de mon enfant. » Chiara, qui avait écouté toutes ces répliques avec un intérêt croissant, ajouta « Seul le plus solide des mariages pouvait survivre à un tel événement, mais Clorinda et Giuseppe étaient liés par un amour qui dépassait l'entendement et surmontait tous les obstacles. Cependant, Clorinda vacilla un instant. Mais avec Kimberly, l'amie de mon cœur. Retour à Paola, qui récita sur le ton froid du narrateur. Afin de préserver le principe d'honnêteté sur lequel reposait leur mariage, il était nécessaire pour Giuseppe d'avouer jusqu'où l'avait mené son désir d'enfant. « Cela n'avait aucune importance, mon amour. Je l'ai fait pour nous. »« Espèce de brute !» s'exclama Clorinda entre deux sanglots. « Ainsi me trahis-tu. Qu'en est-il de mon amour? Qu'en est-il de mon honneur ?» Telle fut la seconde contribution de Raffi, qui renchérit. « Et avec ma meilleure amie ?»
S'engouffrant dans la brèche, Chiara n'attendit pas son tour. Il baissa la tête de honte et proclama « Hélas, c'est l'enfant de Kimberly !» Paola tapa de la main sur la table pour attirer leur attention et rétorqua « Mais c'est impossible. Les docteurs nous ont dit que nous n'aurions jamais d'enfant. » Furieux d'avoir été privé de son tour, et par son épouse de surcroît, Brunetti leur coupa la parole, imitant de son mieux la voix d'une femme enceinte. « Je porte un enfant, Clorinda. » Pendant quelques instants, personne ne souffla mot. Ils revirent tous le dialogue et les didascalies pour vérifier s'ils remplissaient bien les conditions familiales pour jouer un mélo à dessous, truffé de clichés et de personnages outrageusement stéréotypés. Lorsqu'il fut clair qu'il n'y avait plus rien à rajouter au début de cette histoire, Paola se leva et annonça « Il y a un gâteau à la ricotta et au citron comme dessert. » Un peu plus tard, tandis qu'ils prenaient leur café au salon, Paola demanda à Brunetti « Est-ce que tu te souviens de la première fois où Raffi a amené Sarah à la maison et où elle croyait qu'on était tous dingues ? Plutôt intelligente, cette fille, et qui ne se trompe pas sur les gens. Allez, Guido, tu sais bien qu'elle avait été choquée. Oh, elle a eu des années pour s'habituer à nous. » « Effectivement, » acquiesça Paola en s'enfonçant dans le canapé. Brunetti prit sa tasse vide et la posa sur la table basse devant eux. « Dois-je y voir le désir de devenir grand-mère » s'enquit-il. Sans réfléchir, elle se tourna sur le côté et lui donna un coup sur le bras. « Ne plaisante pas avec ça. »« Mais tu n'as pas envie de devenir grand-mère » répéta-t-il d'un ton faussement innocent. « Je veux devenir la grand-mère d'un bébé dont les parents ont un diplôme universitaire et un emploi, » répondit-elle soudain sérieuse. « Est-ce si important ?» répliqua-t-il d'un ton tout aussi sérieux. « C'est ce qu'on a tous les deux, non ?» fit-elle en guise de réponse. « D'habitude, on répond aux questions par des réponses, pas par d'autres questions. » Il se leva et alla à la cuisine en ramenant les 2 tasses avec lui. Il revint quelques minutes plus tard avec 2 verres et une bouteille de Calvados. Il s'assit près d'elle et remplit les verres. Il lui en tendit un et but une gorgée du sien. « Et s'ils acquièrent un bon niveau d'études et un travail, ils seront plus mûrs pour avoir des enfants. Peut-être plus sages aussi, » poursuivit Paola. « L'étions-nous » Ignorant la question, elle continua. « Et s'ils acquièrent un bon niveau d'études, ils auront plus de connaissances et ça peut aider. Pour trouver un emploi. Ce n'est pas si important, je crois. Raffi est brillant, il ne devrait pas avoir de mal à en trouver un. » « Brillant et avec un bon carnet d'adresses, » spécifia Brunetti, songeant que toute allusion directe à l'aisance et au pouvoir de la famille de Paola aurait manqué d'élégance de sa part. « Bien sûr, » reconnut-elle, « mais être brillant, c'est plus important. » Brunetti, d'accord sur ce point, hocha simplement la tête et prit une autre gorgée de Calvados. La dernière fois qu'on a abordé le sujet, il m'a dit qu'il voulait faire des études de microbiologie. Paola y réfléchit et confessa « Je n'ai pas la moindre idée de ce que c'est. » Elle se tourna vers lui et lui sourit. « Tu as déjà songé à cela, Guido, à toutes ces disciplines qu'on cite chaque jour, microbiologie, physique, astrophysique, ingénierie mécanique. On les mentionne, on connaît même des gens qui travaillent dans ces branches, mais je serais incapable de dire ce que ces gens font véritablement. Et toi ?» Il secoua la tête. « C'est tellement différent des anciennes matières, la littérature, la philosophie, l'astronomie, les mathématiques, où ce qu'on y fait est clair, ou tout au moins ce que sont les matériaux sur lesquels les gens travaillent. Les historiens essaient de reconstituer ce qui s'est passé, puis de reconstituer pourquoi ça s'est passé. » Il plaça son verre entre ses paumes et le frotta à la manière d'un Indien essayant de faire du feu. « Tout ce que je peux imaginer pour la microbiologie, c'est qu'ils observent la croissance de petites choses, les cellules. Et après, Dieu seul le sait. Dans quelles études tu te lancerais si tu devais tout recommencer à zéro ? Tu referais du droit ? Pour le plaisir ou pour obtenir un emploi ?
Tu as fait des études de droit pour obtenir un emploi ?» Cette fois, Brunetti glissa sur le fait qu'elle avait répondu en posant une autre question et expliqua. « Non, je les ai faites parce que ça m'intéressait. Ce n'est qu'après que j'ai réalisé que je voulais entrer dans la police. Et si tu pouvais faire des études juste pour le plaisir ? Je m'inscrirais en lettres classiques, répondit-il sans une once d'hésitation. Et si Raffi choisissait ça ? Brunetti y réfléchit un moment. J'en serais heureux si c'est ce qu'il veut étudier. La plupart des enfants de nos amis sont au chômage, quel que soit leur diplôme, alors autant qu'ils fassent ces études par amour que pour leur hypothétique débouché. Où est-ce qu'il irait les faire ? Question qui inquiétait davantage une mère qu'un père. Pas ici. Ici, à Venise, ou ici, en Italie ? Ici, en Italie, précisa-t-il, malheureux de devoir le dire, et elle de l'entendre. Ils se tournèrent et se regardèrent, forcés de se confronter à l'inévitable. Les enfants grandissent et les enfants s'en vont. Lorsque leur téléphone sonnera, après minuit, il ne leur sera plus possible de longer le couloir et d'aller jeter un coup d'œil dans leur chambre pour avoir l'assurance immédiate, concrète qu'ils y sont, endormis ou réveillés, en train de lire sous leur couverture avec une lampe de poche, plongés dans le sommeil, faisant la tête, contents ou mécontents, rien de tout cela n'ayant plus la moindre importance face à la certitude qu'ils sont bien là, sains et saufs, à la maison. Quels enfants que ces parents! Il suffit d'une sonnerie dans la nuit pour que leur cœur se glace et que leurs jambes se mettent à trembler. Qu'il s'agisse d'un ami ivre-mort qui se plaint de sa femme, de la questure qui enjoint à Brunetti de se rendre sur le lieu du crime commis en ville, voire de quelqu'un qui s'excuse au bout du fil de s'être trompé de numéro à une heure aussi tardive. C'est la même peur qui secoue ses parents en proie au destin. Était-ce donc le prix à payer pour avoir un de leurs enfants dans une ville étrangère, dans un pays étranger ? Ils avaient du cran, Guido Brunetti et Paola Falière, et ils s'étaient souvent moqués de cette tendance au mélodrame, un des traits de caractère majeurs des Italiens. Cependant, ils en étaient là, tous les deux, quasi prêts à se répandre des cendres sur la tête à l'idée que leur fils pourrait un jour aller poursuivre ses études ailleurs. Paola se pencha sur le côté, s'appuya contre le bras de son mari et posa sa main sur sa cuisse. « Nous n'en finirons jamais de nous faire du mauvais sang pour eux, n'est-ce pas ? » « C'est le contraire qui ne serait pas normal, » répondit Brunetti en souriant. « Tu dis ça pour me réconforter ? » ?»« En fait, non, » admit Brunetti, qui précisa. « C'est ce que nous avons de mieux à faire, nous inquiéter pour nos enfants. » « Nous deux ou nous, les êtres humains ?»« Nous, les êtres humains, » spécifia Brunetti. « Et nous deux aussi. » Mais, comme la solennité était un vêtement qui les gênait vite aux entournures, il asséna. S'il décidait de devenir plombier, il pourrait faire sa formation ici et continuer à vivre à la maison, tu sais. Elle se pencha et saisit la bouteille. « Je crois que j'ai trouvé ma source de consolation, » dit-elle, en se versant un autre verre. Sur le chemin de la questure, Brunetti ne pensait plus au jeu de langage de la soirée précédente et restait insensible à cette fraîche journée d'automne. Son esprit était encombré de sujets moins divertissants. La veille, au moment de sortir du bureau, il avait reçu un email lui disant que son supérieur hiérarchique, le vice-questeur Giuseppe Patta, voulait lui parler le lendemain matin. Comme à l'accoutumée, Patta n'avait donné aucune indication sur l'objet de cette rencontre. Il cultivait toujours l'effet de surprise, persuadé que ne pas révéler l'argument dont il souhaitait traiter lui garantissait une position avantageuse. Mais c'était ignorer la profonde loyauté de sa secrétaire, signorina Elettra Zorzi, qui mettait toujours au courant la personne qu'elle accompagnait au bureau de son chef. Un jour où Brunetti lui en fit la remarque, elle répliqua que ce n'était jamais que dire aux chrétiens derrière quelle porte se cachaient les lions du Colisée.
Ce matin-là, il se cachait, semblait-il, derrière la porte des bureaux des vigili urbani, ces officiers non armés dont le travail consiste à s'assurer que les ordonnances municipales sont bien appliquées. « C'est à propos du magasin de masques sur le Campo San Barnaba », lui apprit-elle après leurs échanges de politesse. « Un des commerçants sur le Campo a porté plainte. Ils payent des taxes pour pouvoir installer leur table dehors et se servir de cet espace comme d'une terrasse, mais les gens du magasin de masques n'en payent pas, et ils disent et répètent qu'il n'y a qu'une seule explication à ça. » Brunetti traversait souvent cette place et connaissait le magasin en question. En fouillant dans ses souvenirs, il réalisa qu'effectivement, devant cette boutique, les tables exposant les masques made in China avaient poussé comme des champignons. Comme cette question était du ressort des vigili et non pas de la police, Brunetti ne s'y était pas intéressé. Si soudoyer les vigili pour qu'ils ferment les yeux revenait moins cher que de payer ses taxes, quel marchand n'opterait pas pour cette solution ? Mais en quoi cette affaire le concerne-t-il ? S'étonna Brunetti en indiquant d'un geste rapide de la tête la porte de Patta. Il a reçu un coup de fil hier en fin d'après-midi. Quelques minutes plus tard, il est sorti et m'a demandé de vous envoyer cet email. Qui est-ce qu'il a appelé ? Le maire. Ah ah, dit Brunetti doucement. Ah ah, dit-elle en lui faisant écho. Et le magasin ? Je suis en train d'y travailler, commença-t-elle, puis passant le plus naturellement du monde à une voix plus froide pour achever sa phrase, dans son bureau où il vous attend, commissaire. Comme Brunetti savait qu'avec Patta, on ne risquait jamais d'en faire trop, il déclara d'une voix pleine d'une fervente mais fausse ardeur « J'ai vu son mail à l'instant et je suis descendu immédiatement. » Sur ce, la porte du bureau de Patta s'ouvrit en grand et le vice-questeur apparut. Brunetti se dit qu'à l'opéra, on aurait salué l'arrivée d'un tel personnage au son de la trompette. Portant beau, d'une allure noble et d'une élégance impeccable, on ne pouvait que le contempler comme on contemplerait une urne remarquablement ouvragée. Ce jour-là, le temps s'était rafraîchi, et Patta portait un costume en cachemire gris d'une coupe si exquise que si elles avaient connu la destination finale de leur laine, des flopées de chèvres rares et menacées d'extinction se seraient battues pour être tondues les premières. Le coton de sa chemise était d'une blancheur aveuglante et servait à réfléchir la lumière vers son visage, toujours et encore hâlé. Comme cela lui arrivait parfois, Brunetti dut réprimer son envie pressante de lui dire comme il le trouvait beau. Sachant combien il était déjà ardu de traiter avec son supérieur et combien Patta était enclin à interpréter de travers ce qu'on lui disait, Brunetti limita son enthousiasme à un sourire et à un aimable « Bonjour, monsieur le vice-questeur ». Manifestant clairement son manque d'intérêt pour leur conversation, Signorina Elettra retourna à son ordinateur. Son attitude laissait nettement entendre qu'elle le jugeait bien plus captivant. Elle sembla disparaître, comme si elle occupait véritablement moins d'espace dans la pièce, une tactique que Brunetti admirait et lui enviait. Patta retourna dans son bureau en décrétant par-dessus son épaule « Entrez donc !» Avec les années, Brunetti s'était forgé une carapace et il était désormais vacciné contre les mauvaises manières de Patta. Sa désinvolture doublée de mépris, son manque de respect pour toute personne qu'il considérait comme inférieure, ces choses ne le touchaient plus. Tant que la violence de Patta ou toute menace de violence se cantonnait à une irrévérence passive, Brunetti restait imperturbable. « Asseyez-vous » ordonna Patta en faisant le tour de son bureau. Brunetti vit le vice-questeur croiser ses jambes, puis les décroiser aussitôt, comme s'il avait pensé d'un coup au pli de son pantalon, et poser son regard neutre sur son subordonné. « Savez-vous pourquoi je veux vous parler ?»« Non, monsieur, » répondit Brunetti en affichant la plus profonde ignorance. « C'est pour quelque chose d'important. » déclara Patta en regardant de côté après avoir énoncé ces mots. « Le fils du maire. » Brunetti se retint de demander comment le fils du maire, dont il savait que c'était un avocat bien peu talentueux, pouvait être important. Il préféra se montrer curieux des révélations du vice-questeur.
Il fit un signe d'assentiment avec une neutralité calculée. Patta recroisa ses jambes. En fait, il s'agit d'une faveur pour la fiancée de son fils. Cette fille, cette jeune femme, est propriétaire d'un magasin, en vérité de la moitié du magasin. Elle a un associé, et son associé est en train de se comporter d'une façon qui pourrait être à la limite de la légalité. Patta s'arrêta, soit pour reprendre son souffle, soit pour trouver une façon d'expliquer à Brunetti comment quelque chose à la limite de la légalité pourrait participer de la corruption d'un agent de la fonction publique. Brunetti se tenait assis tout tranquillement à sa place et attendait de voir quel chemin emprunterait Patta. Un chemin droit et étroit, visiblement, du moins à la manière dont le vice-questeur entendait ce terme. Pendant un certain temps, son associé a réussi à persuader les vigili de ne pas tenir compte des tables situées à l'extérieur de la boutique. « Où se trouve cette boutique, dottore ?» s'enquit Brunetti. « Sur le Campo San Barnaba. On y vend du masque. » Brunetti ferma les yeux et fit semblant de fouiller dans sa mémoire. Près du magasin qui vend ses fromages passablement chers. Patta leva rapidement la tête et regarda fixement Brunetti, comme s'il l'avait surpris en train de voler son portefeuille. « Comment savez-vous cela ?» demanda-t-il. Calmement, très calmement, et avec un léger sourire, Brunetti précisa. « J'habite à côté, monsieur, donc je traverse souvent ce campo. » Comme Patta se taisait, Brunetti l'éperonna. « Je ne comprends pas bien en quoi vous êtes impliqué dans cette affaire, dottore. » Patta s'éclaircit la gorge. « Comme je l'ai mentionné, c'est son associé qui traitait avec les vigili, et ce n'est que maintenant que la jeune femme réalise qu'il les a peut-être encouragés à fermer les yeux sur le fait qu'elles se servent de l'espace devant la boutique. » En réponse au regard intentionnellement morne de Brunetti, Patta enchaîna. « Il est possible qu'il n'ait pas toutes les autorisations voulues pour utiliser cet espace. » Entendant le mot « encourager » et l'expression « il est possible », Brunetti se demanda ce qu'il devait faire pour conduire Patta à utiliser le terme de pot de vin. Tenait-il la main au-dessus d'une flamme ? L'avait-on menacé de lui arracher une oreille, et avait-il seulement l'intention de révéler l'identité de l'associé ? « Vous avez des amis qui travaillent là-bas, n'est-ce pas ?» s'informa Patta. « Où, monsieur ?» répliqua Brunetti, qui ne savait pas très bien si Patta entendait le bureau qui délivrait les autorisations, et si c'était le cas, pourquoi le maire, qui avait juste à traverser le hall de la mairie, ne se décidait pas à faire le sale boulot pour son fils. « Chez les vigili, bien sûr, » rétorqua Patta, qui commençait à perdre patience. « Ils sont tous vénitiens, vous devez les connaître. » Même s'il y avait plus de 10 ans qu'il travaillait à Venise, Patta se pensait encore comme un Sicilien, opinion partagée dans toute la questure. « J'en connais bien certains, dottore, » fit Brunetti, qui, soudain lassé de cette conversation, lui asséna. « Que voudriez-vous que je fasse ?» Patta se pencha en avant et répondit d'une voix douce. « Leur parler ?» Brunetti hocha la tête, espérant qu'il répondrait à ce signe par une autre information. Prenant sans doute conscience que ses instructions manquaient de précision, Patta spécifia. « Je voudrais que vous vérifiiez si les vigili impliqués sont fiables. »« Ah !» s'autorisa à dire Brunetti, ne laissant aucunement paraître la grande vague d'hilarité qu'avait déclenché en lui l'adjectif choisi par Patta. Fiable, pour ne pas avoir révélé qu'ils ont accepté des pots de vin de l'associé de la future bru du maire. Fiable, pour ne pas avoir révélé qu'une demande d'information leur avait été envoyée par un commissaire de police. Fiable. Brunetti trouvait intéressant que Patta ne se soit jamais demandé, apparemment, si l'on pouvait en dire autant du maire, de son fils, ou de la fiancée de son fils. Le silence se fit dans la pièce. 1 minute s'écoula. C'est long lorsque 2 hommes se tiennent assis l'un en face de l'autre.
Brunetti fut soudain saisi d'un accès d'opiniâtreté. Si Patta voulait quelque chose de lui, il n'avait qu'à le lui demander directement. Patta dut en avoir partiellement l'intuition, car il finit par lâcher. « Je veux savoir s'il y a un risque que cette affaire devienne publique, si cette fille va causer des problèmes au maire. » Il gigota sur son siège et affirma « Ce n'est pas un moment facile. » Nous y voilà donc. Cette fille pourrait constituer une source d'ennui pour le maire qui se représentait aux élections. Il n'était donc pas question de loi, mais de réputation, et probablement de réélection. Dans un pays où personne n'était sans peur et sans reproche, tout le monde craignait la première main qui se saisirait d'une pierre, surtout si la main sortait de la manchette d'un uniforme. Une fois que le processus était lancé, il était impossible de savoir à quel moment la main suivante, se saisissant aussi d'une pierre, sortirait cette fois de la manche de l'uniforme gris pâle de la Guardia di Finanza. « Mais comment puis-je le savoir ?» l'interrogea Brunetti par politesse, alors qu'il était déjà en train de dresser la liste des différents stratagèmes possibles. « Vous êtes vénitien, pour l'amour du ciel. Vous pouvez parler à ces gens, ils vous font confiance. » Puis, en aparté, comme s'il s'adressait à quelqu'un d'invisible chargé de comptabiliser les injustices, « Vous formez un club secret, vous autres Vénitiens. Vous faites les choses entre vous et à votre façon. » Entendre ça de la bouche d'un Sicilien, se retint-il de répliquer. « Je vais voir ce que je peux faire », fut tout ce que Brunetti trouva à dire. Il se leva et sortit du bureau. Signorina Elettra jeta un coup d'œil dans sa direction et souleva un sourcil. Brunetti souleva le sien en retour et fit un geste circulaire d'une main pour lui signifier de monter chez lui dès que possible. Gardant un visage sans expression, elle retourna à l'écran de son ordinateur et Brunetti quitta la pièce. Il s'arrêta à la salle de la brigade des officiers. Il pria Puccetti de le suivre et, une fois installé, il lui demanda « Tu as souvent affaire aux vigili ?» Puccetti essaya d'imaginer pourquoi il lui posait cette question, ce que Brunetti appréciait chez lui. « Mon cousin Sandro en est un, monsieur. Son père l'était aussi, jusqu'à ce qu'il ait pris sa retraite. »« Tu es proche d'eux ?»« Oh, c'est la famille, monsieur. »« Assez proche pour parler avec eux de pot de vin ?» Puccetti soupesa ce détail avant de répondre. « Sandro, oui, mon oncle, non. » Parce que tu ne pourrais pas le lui demander ou parce qu'il ne te le dirait pas? Un peu des deux, je crois, monsieur, mais surtout parce qu'il ne me le dirait pas. Combien de temps a-t-il travaillé pour eux? 40 ans, monsieur, jusqu'à sa retraite. Donc, vous êtes une famille de policiers, conclut Brunetti avec un sourire. Je suppose que oui, dottore. Le frère de Sandro, Luca, est garde-côte. Et quelqu'un d'autre encore? Non, monsieur. Mais Puccetti se ravisa et sourit. « Ma mère a un berger allemand, est-ce que ça compte ?» « Je ne pense pas, Puccetti, sauf s'il a été dressé pour flairer les bombes ou la drogue. » Le sourire de Puccetti s'élargit. « J'ai bien peur que tout ce qu'il sache flairer, c'est sa pâtée, dottore. Que voulez-vous savoir sur les vigili, monsieur ? » C'est au sujet du magasin de masques sur le Campo San Barnaba. On m'a dit que les vigili ont fermé les yeux sur le plateatico qu'ils utilisent. Puccetti détourna son regard pour visualiser la boutique dans sa mémoire. Il revint vers Brunetti et lui assura. « Je vais demander à Sandro, monsieur. » Brunetti le remercia et le renvoya à la salle de la brigade. Il jeta un coup d'œil à sa montre. Il était un peu tard pour prendre un café au bar du pont et Signorina Elettra ne tarderait pas à monter. Il en était certain. Afin de se vider l'esprit, Brunetti descendit quand même les escaliers et demanda à Vianello s'il voulait venir prendre un café avec lui. L'inspecteur ferma le dossier qu'il était en train de lire et se leva. Ils marchèrent le long du quai, l'un à côté de l'autre, s'écartant de temps à autre du flot de gens venant en sens inverse. Vianello parla de ses vacances qu'il avait repoussées au mois de novembre et qu'il essayait d'organiser.
Dans le bar, ils échangèrent quelques plaisanteries avec Sergio, le propriétaire, qui ne travaillait plus que quelques jours par semaine. Ils commandèrent 2 cafés. Pendant qu'ils attendaient, Vianello sortit une brochure de sa poche et la posa sur le comptoir devant Brunetti. Il vit une longue étendue de sable blanc, avec les incontournables palmiers se penchant au bord de l'eau et au loin les plages, tout aussi blanches, aménagées sur de petites îles. « C'est où ?» demanda Brunetti, en pointant du doigt un de ces arbres. « Aux Seychelles » répondit Vianello au moment où Sergio apportait leur café. Vianello déchira un sachet de sucre et le versa dans sa tasse, puis ajouta « Nadia veut y aller. »« Tu dis ça comme si tu n'en avais pas envie, » remarqua Brunetti en touillant le sucre dans son café. « Non. Cela dit, tu l'as bien prise, » observa Brunetti, léchant sa cuillère pour en tapoter la brochure. « Non, c'est Nadia qui se l'est procurée, » spécifia Vianello. « N'empêche que tu l'emmènes partout avec toi. » Vianello but une gorgée de son café, fit tourner 2 fois le café dans la tasse et la finit. Il la posa sur la soucoupe et lui expliqua. « Peut-être que je l'emmène partout, mais j'emmène aussi le reçu de l'hôtel en Ombrie qu'on avait réservé pour les 2 premières semaines de novembre. »« Tu peux encore annuler la réservation ?» s'informa Brunetti. Vianello haussa les épaules. « Je suppose que oui. Nadia allait à l'école avec le propriétaire, et il sait combien mon emploi du temps peut être dingue. Mais je voulais que les enfants voient l'endroit. » « Pour quelle raison ?»« Parce que c'est une ferme en activité. Oh, pas une de celles où on garde un âne dans un champ et où on te vend des pommes à lui donner, » déclara Vianello d'un ton méprisant. « Ils ont des vaches, des moutons, des poules, tous ces animaux qui, pour mes enfants, vivent à l'intérieur du poste de télévision. »« Allons, Lorenzo, » fit Brunetti avec un sourire. « Ils sont un peu trop grands pour ça. » Vianello sourit en retour. « Je sais, mais les animaux pourraient aussi bien vivre dans la télé. Comment veux-tu que les enfants des villes sachent ce qu'est un animal, ce qu'il fait, ou ce que c'est que travailler la terre ? C'est important, d'après toi ? » « Bien sûr, c'est important, » rétorqua Vianello, d'un ton peut-être trop impétueux. « Tu sais que ça l'est. Tout le monde dit qu'il faut respecter la nature, mais si les enfants ne la voient jamais, comment peuvent-ils la respecter ? Ils n'ont que ces idées folles que leur donne la télé. »« C'est le boulot de la télé, je pense, » répliqua Brunetti. « C'est-à-dire ? » ?»« De donner aux gens des idées insensées. Qu'est-ce que tu vas faire ?» Il connaissait la femme de Vianello et il était étonné qu'elle ait eu cette idée. « Tu es sûr que Nadia veut vraiment aller aux Seychelles ?» Vianello demanda un verre d'eau du robinet et se tut jusqu'au moment où le serveur vint le placer devant lui. Elle a pris la brochure et a dit que ce serait merveilleux d'échapper au froid. Il but son eau et reposa le verre. « Ça ne te donne pas l'impression qu'elle ait envie d'y aller ?» demanda-t-il à Brunetti sans le regarder. « Tu vas me la dire, la vraie raison ?» Brunetti surprit Vianello par cette question et se surprit peut-être lui-même. « Pourquoi tu n'as pas envie d'y aller ?» Sans laisser le temps à Vianello de protester, Brunetti enchaîna. « Je sais, les enfants ont besoin de se confronter à la nature. » Vianello reprit son verre et constata à sa stupéfaction qu'il était vide. Il mit 2 € sur le comptoir et gagna la porte. Une fois dehors, ils se dirigèrent d'un même pas vers la questure. Brunetti, satisfait d'avoir posé sa question, attendit que son ami reprenne la parole. Un bateau passa devant eux, avec à la proue un chien au pelage tacheté de marron qui jappait de joie au mouvement de l'embarcation. « On ne devrait pas faire ce genre de choses, » finit par dire Vianello. « Comme quoi ? » « Voyager sur d'aussi longues distances, » précisa Vianello. « Juste pour aller t'allonger sur une plage et regarder la mer, ce genre de choses. » Les jappements diminuèrent et Vianello continua. « Si tu es un neurochirurgien et que tu dois aller quelque part pour sauver une vie, alors oui, tu prends un avion et tu pars, mais pas pour aller t'allonger sur une plage. Ce n'est pas bien. » Puis, heureux de trouver une autre justification, Vianello ajouta. « Sans compter que le soleil, ce n'est pas bon. » Ils firent encore quelques pas. « Pas bien dans une perspective écologique ?» s'enquit Brunetti, incapable de résister à son envie d'asticoter Vianello, qui, de plus en plus enthousiaste, lâcha un « oui ».
Brunetti ralentit et s'arrêta. Il posa les bras sur la rambarde en métal longeant le canal et se tourna vers le clocher penché de l'église grecque. Un autre bateau entra dans le canal sur la droite, passa devant eux, puis devant la questure et continua son chemin. Brunetti restait là, à regarder le bateau amorcer le tournant au fond du canal et réfléchissant à ce que Vianello voulait dire par « ce n'est pas bien ». C'était un bateau sans prétention, qui n'avait rien d'un bateau de transport, donc l'homme pouvait très bien se rendre à Castello pour y rencontrer quelques copains et y taper le carton en buvant un verre. Comme tous les moteurs, même peu puissants, il laissait une traînée de pétrole dans l'eau, ce qui augmentait la pollution, qui fera mourir un jour la lagune. Donc, si l'on s'inscrit dans la logique de Vianello, est-ce que le passage de cet homme doit être considéré comme pas bien, et donc condamnable, ou faut-il prendre en compte le facteur quantitatif? Ou encore, si l'on s'en tient au jugement de Vianello, prendre en compte le facteur de nécessité? De quelle marge dispose-t-on avant de basculer dans le « pas bien » ? Les prêtres avaient enseigné à Brunetti et ses amis que la gourmandise était l'un des péchés capitaux, mais ils n'avaient jamais su ce qu'était la gourmandise. Ou plus précisément, même s'il avait saisi que cela signifiait trop manger, il n'avait jamais compris où commençait ce trop. Comment le fait d'avoir envie que sa mère lui resserve des sardines marinées pouvait être pas bien? Quelle était la sardine qui le ferait passer du stade du plaisir au stade du péché? Cette subtilité laissa toujours le jeune Brunetti perplexe et lui révéla avec quelle force les prêtres associaient le plaisir au péché, prise de conscience qui l'éloigna irrémédiablement de la religion. « Eh bien ?» demanda Vianello, une fois le bateau disparu, alors que Brunetti gardait le silence. « Je pense que tu devrais aller en Ombrie. Et la raison pour laquelle j'ai envie d'y aller. Elle est parfaitement légitime, » répondit Brunetti, qui s'écarta de la rambarde et se mit en route pour la questure. Vianello resta en arrière. Comme il ne l'entendait pas marcher, Brunetti s'arrêta, se tourna vers lui et leva le menton d'un air interrogateur. « Tu penses qu'elle est légitime ou tu es d'accord avec moi ?»« Je pense qu'elle est légitime et je suis d'accord avec toi, » déclara Brunetti, qui rejoignit Vianello et lui donna une tape sur l'épaule. « Je ne sais pas le bien que ça va faire à l'univers, » commença-t-il d'une voix traînante. « Mais si tu n'y vas pas, tu évites de faire quelque chose de néfaste pour la planète, et ça, c'est une bonne chose. » Vianello sourit. Je ne le voyais pas de cette manière. Tout ce que je savais, c'est que ce n'était pas bien. » Et au bout d'un moment, il avoua. « En plus, j'ai toujours voulu apprendre à traire une vache. » À ces mots, Brunetti s'immobilisa. Il le regarda de près pour voir s'il plaisantait et finit par demander « Tu es sérieux ?»« Bien sûr », lui confirma Vianello. En retournant à la questure, Brunetti lui lança par-dessus son épaule. « Tu m'as payé mon café, alors je ne dirai rien à Signorina Elettra. » Comme il devait passer devant le bureau de Signorina Elettra, Brunetti lui évita de se déplacer jusqu'au sien. En outre, il était curieux d'apprendre les raisons qui se cachaient derrière la requête de Pata. Il tint parole et ne révéla pas les désirs bucoliques de Vianello. Le calme sourire qu'elle lui adressa indiqua à Brunetti que le vice-questeur était parti quelque part en croisade contre les malfaisants. « Qu'avez-vous trouvé au sujet du fils du maire ?» demanda Brunetti, ne doutant pas le moins du monde qu'elle se fût mise en quête de cette information. Elle repoussa une mèche folle et tourna son écran vers lui. « Comme vous pouvez le voir, dit-elle en montrant un formulaire, il a mis 8 ans à finir ses études à l'université et il lui a fallu 3 autres années avant de passer les examens d'État. Et maintenant, il travaille dans le cabinet juridique d'un ami de son père. » Elle fit défiler un autre document et désigna un point sur l'écran. « Il a aussi un emploi comme conseiller régional. » « Qu'est-ce qu'il y fait ?» s'enquit Brunetti, qui, se souvenant qu'il s'agissait du monde politique, rectifia sa question. « Qu'est-ce qu'il est censé y faire ?» «
Il a été nommé pour assurer la liaison entre les étudiants et le département régional du sport. Son ton était aussi neutre que celui des Médecins sans frontières. Ce qui signifie, s'informa Brunetti avec une curiosité qu'il n'avait pas besoin de feindre. Elle tapa quelques mots et appuya sur la touche « Entrée ». Une nouvelle page apparut sur l'écran avec le nom du jeune homme en haut et en dessous une rangée de chiffres. Et cela ? C'est le versement qui a été effectué sur son compte bancaire par la trésorerie régionale le mois dernier, expliqua-t-elle. Elle tourna davantage l'écran en direction de Brunetti. Le traitement de base du jeune homme était de 4 400 € par mois, plus une somme fixe de 900 € pour les dépenses administratives et 1 900 € pour une secrétaire. Puis-je vous demander le nom de sa secrétaire ? Lucia Ravagni. Est-elle par hasard la propriétaire d'un magasin sur le Campo San Barnaba ? Demanda-t-il, comme si une voix lui avait chuchoté à l'oreille la question inéluctable. Oui. Si lui est avocat et si elle tient une boutique, quand ont-ils le temps de travailler comme conseiller régional et comme secrétaire ? Et où ? S'étonna Brunetti. Il y a un bureau qui leur est assigné aux uffici regionali. Assigné ? Un de mes amis qui travaille dans un des bureaux au 2e étage, leurs bureaux sont au 1er, dit qu'ils sont rarement là. En train de suivre de près, sans aucun doute, les événements sportifs, suggéra Brunetti. Ou les étudiants, ajouta-t-elle du ton enjoué qu'elle prenait face aux nombreuses absurdités de la vie. Mais Signorina Elettra lui demanda ensuite, d'une voix plus grave, « Pourquoi tolérons-nous cela ? Pourquoi les laissons-nous nommer leurs frères, femmes et enfants et ne les poursuivons-nous pas avec des gourdins ?» Brunetti, comme cela lui arrivait de plus en plus souvent, prit son accès de colère au sérieux. « Je pense que c'est parce que nous sommes un peuple tolérant et que nous comprenons la faiblesse humaine. Et parce que, pour la plupart d'entre nous, les seules personnes en qui nous ayons confiance sont les membres de la famille, donc nous comprenons que d'autres en fassent autant. »« Vous avez confiance dans les membres de votre famille ?» demanda-t-elle, en déployant une curiosité qui ne lui ressemblait pas. « Oui. Tous ? » ?»« Oui, plus que dans l'État ou dans la majeure partie de ses représentants, » certifia Brunetti. Puis, pour se sortir, ou peut-être pour les sortir tous les deux de l'intimité inaccoutumée où avait glissé la conversation, il spécifia. « Je voudrais que vous trouviez tout ce qui existe à leur sujet. Je me suis renseigné auprès de quelques personnes. Fortement conscient du fait que, en qualité d'employé civil, Signorina Elettra n'avait aucun rôle officiel dans la police, ni n'avait prêté serment à l'État et ne devrait donc avoir aucunement connaissance des enquêtes policières, Brunetti clarifia. Le maire veut que Pata s'assure que l'on ne saura rien des pots de vin que l'associé de Sabru a payés jusque-là aux vigili. Elle pianota une touche et l'écran s'obscurcit. Elle le tourna machinalement vers elle, mais garda ses yeux sur Brunetti. « Je me demande ce qui se passe. » Effectivement. Comme étonnée de sa propre prise de conscience, elle proféra. « Il y a quelque chose de la pureté du syllogisme dans mon envie folle à traiter ce dossier. C'est-à-dire, je veux qu'il arrive malheur aux hommes politiques. Le maire est un homme politique, donc je veux qu'il arrive malheur au maire. » Son sourire était littéralement rayonnant. « Cela ne me laisse pas grand choix, n'est-ce pas ? En tant que syllogisme, votre raisonnement ne fait pas un pli, observa Brunetti, la logique ayant été une de ses matières favorites à l'université. Puis il souligna sobrement. « Mais on a affaire ici à des émotions, pas vraiment à des faits, donc je ne suis pas sûr que cela puisse relever du syllogisme, tout au moins pas en tant que moyen de preuve. » Elle répliqua d'un air posé. « Il n'y a pas d'erreur de fait, dottore, pas dans la prémisse majeure, ni dans la mineure, et certainement pas dans la conclusion. » Puis, d'un ton léger, « Je vous communiquerai tout ce que je trouverai. » Ça n'a pas de sens.
Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens, se répétait Brunetti en montant à son bureau. Puis, sur la dernière volée de marche, il reprit. Pas de sens, pas de sens, pas de sens. Qu'est-ce que le maire avait à l'esprit lorsqu'il enjoignait à Pat de veiller à ne pas faire de vagues? Plus on demandait aux gens de ne pas faire de vagues, plus on avait de chances que l'information déferle. Ou bien le maire était-il convaincu, comme beaucoup de ses acolytes, qu'il était au-dessus des lois qui régentaient le comportement humain? Pourquoi, sinon, les hommes politiques continuaient-ils à parler ouvertement de leurs crimes et de leurs méfaits sur leurs portables dont ils savaient qu'ils étaient livrés aux oreilles de la police? Pourquoi continuaient-ils à négocier des pots de vin avec les hommes qui les payaient? Ou à donner des milliers d'euros aux prostituées et à déclarer, pris en flagrant délit, que cet argent était destiné à leur éviter de se retrouver sur le trottoir? Combien ils doivent nous trouver stupides! Quels méprisables moutons nous devons être à leurs yeux. Certes, ce n'était pas le cas de tous les hommes politiques. S'il en était ainsi, réalisa Brunetti, les seules options possibles pour une personne d'honneur restaient l'émigration ou le suicide. Son téléphone sonna alors qu'il entrait dans son bureau. Croyant que ce pouvait être Pat, subitement revenu à la questure, il répondit en donnant son nom. C'était Paola. « Tu connais le garçon qui ne parle pas ?» Brunetti ne put que lui répondre « Quoi ?» « Le garçon qui travaillait au pressing, le sourd. » Il put sentir à sa voix que Paola était perturbée, mais il lui fallut un moment pour se remémorer le garçon que l'on voyait parfois au fond du magasin, en train de plier des choses ou juste là, à ne rien faire, à bouger la tête d'avant en arrière, en suivant des yeux les mouvements du fer à repasser qui remettait de l'ordre aux chemises et aux robes. Brunetti n'avait qu'un vague souvenir de lui, sa manière de plier, sa façon étrange et arythmique de se déplacer. « Oui, finit-il par dire. Pourquoi ? » « Il est mort, asséna Paola, attristée par la nouvelle. Mais elle précisa, tout au moins c'est le bruit qui court dans le quartier. Que s'est-il passé ? Brunetti se demandait quelle sorte d'accident pouvait bien lui être arrivé et dans quelle mesure sa surdité pouvait y avoir contribué. Les nombreux livreurs, qui poussaient de par la ville leurs chariots aux roues métalliques, criaient pour avertir les gens de leur arrivée et les exhorter à s'écarter de leur chemin. Comme il ne pouvait pas entendre, on aurait pu lui rouler dessus, l'écraser ou Dieu sait quoi. Ou encore lui faire dévaler les marches d'un pont ou le faire tomber à l'eau. J'étais au bar en train de prendre un café quand un homme a dit qu'il avait vu une ambulance devant une maison ce matin. Et quand ils sont sortis, ils transportaient un grand sac en plastique. Il savait que c'était là qu'il vivait, le sourd, donc il a demandé aux hommes qui c'était. Tout ce qu'ils lui ont dit, c'est que c'était quelqu'un du premier étage, un homme. Elle marqua une pause, puis demanda « Ce sont les morts qu'on transporte dedans, non ?» Brunetti, qui n'en avait que trop vu, le lui confirma. Il y eut un long silence, puis Paola avoua « Je ne sais pas quoi faire. » Sa réflexion troubla Brunetti. S'il était mort, il n'y avait plus rien qu'elle pût faire, ni personne d'autre. « Je ne comprends pas. Sa famille, fais quelque chose pour eux. » « Est-ce que tu sais au moins qui c'est, sa famille ? Ce sont les gens du pressing, non ?» Brunetti se sentit, à l'idée de perdre son temps avec cette histoire, en proie à une violente colère, puis submergé de honte. Pouvait-il décemment réprimander sa femme pour son excès de compassion ? « Je ne sais pas, je n'ai jamais fait attention. »« C'est tout à fait ça, » fit Paola. « Il ne servait pas à grand-chose. J'ai toujours imaginé que c'était le fils de la gérante, ou peut-être de l'une des repasseuses. Personne d'autre ne l'aurait embauché. » Après un moment, elle ajouta « Même si ça faisait un bon bout de temps que je ne le voyais plus, je me demande ce qui s'est passé. Je n'en ai aucune idée. Tu ne peux vraiment pas te renseigner, hein ? Oh non, non. Peut-être auprès du marchand de journaux. Tu sais bien que c'est le dernier auquel je vais aller m'adresser, lui rappela Paola. 4 ans plus tôt, elle avait eu une vive altercation avec ce marchand de journaux à qui elle avait demandé pourquoi il vendait un certain journal. Comme il lui avait répondu que c'était parce que les gens le voulaient, Paola, qui n'était pas connue pour sa modération, lui demanda s'il alléguerait le même argument pour vendre de la drogue, lui jeta les pièces pour ses journaux et s'en alla.
Au cours de leur dîner, elle raconta cet incident à Brunetti, qui lui apprit que le fils de cet homme était mort quelques années plus tôt d'une overdose, ce qui lui fit verser des larmes de honte. Elle retourna le voir le lendemain et voulut présenter ses excuses, mais l'homme lui tourna le dos et continua à déficeler son paquet de magazines. Depuis, c'était à Brunetti qu'il incombait d'acheter les quotidiens. « Tu pourrais le lui demander, ou à quelqu'un d'autre du quartier ?» s'enquit-elle. Avant d'accepter, Brunetti voulait savoir pourquoi. Par curiosité ou par intérêt pour lui ? « Par intérêt pour lui ?» répondit-elle immédiatement. « C'était une si misérable créature. Je ne saurais pas te dire combien de temps je l'ai vu là, ou dans la rue, ou debout au fond du magasin, en train de plier des habits ou de regarder les gens travailler. Et il avait toujours l'air terriblement triste. » Brunetti se rappela. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.